Bienvenue sur MedTalks, le podcast qui discute sans filtre des coulisses de la health tech avec des fondateurs du monde de la santé. Autrefois soignante pendant 10 ans au service des patients et des équipes, j'aide aujourd'hui les startups de la santé à être plus visibles et à booster leurs ventes grâce au SEO. Je m'appelle Naïma Rahal et je vous invite à plonger avec moi au cœur d'histoires et d'entretiens avec des fondateurs de startups qui révolutionnent la santé. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Le Goff, cofondateur de la startup Kelindi qui a déployé la solution Malo. Malo, c'est une plateforme innovante qui simplifie les parcours de soins et la gestion des données médicales avec une proposition de valeur forte autour de la parentalité, facilitant l'accompagnement des familles dans leur suivi médical et administratif. Ensemble, nous discuterons de son parcours entrepreneurial, des défis qu'il a surmontés en co-créant Malo et de la manière dont il envisage l'avenir de la santé numérique. Florian nous partagera son expérience et les innovations qu'il a mises en place pour améliorer la vie de ses utilisateurs. Si vous appréciez cet épisode, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. Bonne écoute! Bonjour Florian, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, écoute, très bien. Un temps ensoleillé dans le nord, on profite. Parfait, une belle journée, un beau vendredi. Écoute, je te remercie de m'accorder ton temps. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui au micro de MedTalks. On a plein de sujets hyper intéressants à aborder. Et pour commencer, comme d'habitude, on va commencer par le début. Est-ce que Florian, tu peux te présenter un peu pour nous et présenter un peu ton parcours? Avec plaisir. Écoute, j'ai 39 ans, je suis le papa de 3 enfants et j'ai créé 3 entreprises. Malo, c'est la 3e. Mon parcours a commencé en fin d'études, donc moi je sors d'un parcours universitaire et école d'ingénieur plutôt dans les télécoms, et j'ai créé ma première entreprise en sortie d'école. C'était un logiciel de gestion de cabinet médical libéral, le premier SaaS de gestion de cabinets médicaux, que j'ai eu la chance de revendre assez jeune, en 2015. Après, j'ai travaillé plutôt dans le domaine de l'oncologie, sur la télésurveillance, avec le premier dispositif de télésurveillance à avoir fait l'objet d'un remboursement. Une grande aventure dans laquelle j'ai contribué notamment sur la partie technique et dispositif médical. Et en 2020, on a créé Malo. Génial. C'est là où j'allais en venir avec donc Kelindi. Tu as créé Malo. Est-ce que tu peux nous parler un peu du constat qui t'a amené à pivoter vers Malo? Alors, je ne vais pas te dire que c'est un pivot parce qu'on a vraiment créé l'entreprise pour faire Malo. Donc l'entreprise s'appelle Kelindi, tu l'as dit, et le constat qu'on a fait avec mes associés, parce qu'on est dans cette aventure 2 entrepreneurs, moi et Madou Desbois, et 2 médecins qui se rejoignent à nous, le professeur Fabrice Denis et le docteur Agnès Geithner. Et le constat que nous avions fait, c'était que aujourd'hui, l'accès aux soins est très difficile pour les soins premiers, c'est-à-dire tout ce qui relève de la médecine générale, et que de plus en plus, il va falloir que l'on aide les personnes à être autonomes, mais autonomes de façon positive, pas subie, avec la gestion de leur santé au quotidien, pour retarder le fait de devoir avoir accès à un médecin ou à une profession de santé de manière générale. Donc le constat qu'on avait fait, déjà, tu vois, c'était avant le Covid, on a travaillé dessus sur la fin 2019, début 2020. On s'est dit, tiens, la pédiatrie, ça commence à devenir vraiment difficile d'avoir accès à un pédiatre. Donc de plus en plus, nous avions déjà constaté que les parents se tournaient vers des médecins généralistes qui sont de grands professionnels et qui font très bien le boulot, mais qui ne sont pas aussi spécialisés que les pédiatres, c'est logique, et qui nécessitent du coup d'avoir un suivi accru et renforcé de la part du parent. Donc on a essayé de se poser la question, tu vois, très simplement, qu'est-ce qu'il faudrait pour bien accompagner un parent entre les rendez-vous obligatoires chez le médecin, qu'il soit généraliste ou pédiatre. C'est ce qui nous a donné le concept de Malo. Et d'autre part, on s'intéresse beaucoup à la santé des 25-45 ans, parce que nous avons aussi constaté que très peu de choses étaient faites en fait en prévention pour le maintien de la bonne santé des adultes. On s'occupe de toi quand tu es enfant, et évidemment c'est indispensable. On s'occupe de toi quand tu vieillis, pour prévenir la prévention, au niveau de la prévention de la perte d'autonomie, et c'est indispensable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les 25-45 ? Et comme on ne peut pas mettre un médecin et une infirmière en pratique avancée derrière chaque adulte, c'est là où la technologie nous semblait avoir un impact potentiel énorme.
Et c'est ce qui nous a donné l'occasion, là aussi, de construire Malo pour la partie parents. Donc, du coup, par rapport à ces deux segments, est-ce que au moment où vous avez déployé Malo, vous avez eu des retours clés du marché où vous vous êtes dit là, on est vraiment sur une idée qui pourrait se pérenniser? Oui, en fait, Malo, tu sais, c'est un produit qui a beaucoup de technologie. Donc, on a commencé en 2020 l'aventure, mais le produit est sorti en juillet 2021. Pendant ce temps-là, on a fait que des boards scientifiques pour mettre à jour le premier algorithme de suivi pédiatrique par le parent lui-même pour les enfants de 0 à 3 ans. Et dès qu'on l'a sorti, on a vu que le nombre de téléchargements était assez impressionnant, les retours parents incroyables, et notamment c'est génial, vous m'avez aidé à en parler avec mon médecin de tel sujet, mais en fait il y avait des dizaines et des centaines de sujets qui ont été évoqués, et on s'est dit tiens, là on a une validation marché. Donc, on va continuer à investir sur le produit, ce qui a fait qu'on a rajouté le suivi de l'enfant entre 3 et 7 ans. Ça, c'est arrivé en 2022. Et après, là, depuis 18 mois, on se concentre beaucoup sur le suivi santé du parent. On avait déjà des mini-thérapies digitales qui vont intervenir et aider le parent en amont de son rendez-vous médical sur tous les sujets de santé qui peuvent le concerner. Et là, on vient de lancer une grosse innovation qui est un bilan de santé, un check-up santé numérique à faire par le parent lui-même en autonomie. Donc, toi, la validation marché, elle est venue par étapes. On a lancé le 0-3 ans parce que ça nous semblait l'urgence. On a lancé le 3 à 7 ans. On a fait des études cliniques à chaque fois pour vérifier que l'apport que l'on avait était réel, tangible et reconnu par la communauté. Donc, ça nous a permis de faire 2 publications en peer review sur notre capacité à repérer certains troubles du neurodéveloppement chez l'enfant et notre capacité à repérer certains sujets de santé mentale chez l'adulte, notamment la dépression du postpartum et l'épuisement parental. Et une fois qu'on a eu la validation marché, c'est-à-dire des gens qui téléchargent l'application, qui nous font confiance, une fois qu'on a eu la validation clinique, par contre, il a fallu convaincre les tiers payeurs, et c'est un sujet sur lequel on bosse toujours. Et aujourd'hui, tu vois, on a la chance d'être diffusé auprès de 5 millions de personnes dans leur contrat d'assurance, d'avoir des parents qui nous payent en direct en achetant l'application, et maintenant de commencer des premiers partenariats en termes de santé publique avec l'assurance maladie pour promouvoir des sujets importants comme informer les parents sur la vaccination, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, quelles sont les opportunités, quels sont les risques à connaître, et on va le faire sur d'autres pathologies très bientôt. Donc tu vois, c'est vraiment progressif. C'est 4 ans d'histoire que je te livre là. Super. Donc, alors moi, en t'écoutant parler, je me pose deux questions. La première, c'est par rapport à l'offre. Au demeurant, est-ce que ça a été assez limpide ou est-ce que vous avez eu des moments où vous avez pivoté l'offre, abandonné un certain segment pour vous rapprocher d'un autre segment? Est-ce que l'offre a toujours été plus ou moins stable? Oui, écoute, nous, assez, parce qu'on est vraiment fidèle à notre vision. On pense que en France, c'est un très gros marché pour la santé et les Français sont très intéressés par agir sur leur santé en prévention. Ce qu'on a du mal à croire parce qu'on nous parle toujours d'une surconsommation de soins qui est réelle. Il y a beaucoup de consommation de soins. Mais si on donne les outils aux personnes pour intervenir en amont, on voit que ces personnes les utilisent. Donc nous, assez tôt, on avait défini le principe d'avoir une application et des tiers payeurs, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la santé. Et ça s'est validé finalement assez vite. La première année, on avait déjà plusieurs mutuelles en contrat, dès la première année, avant même que l'application sorte. Donc non, pas eu de pivot à proprement parler. Par contre, effectivement, on a une approche product. Et dans l'approche product, c'est plutôt se dire aujourd'hui pour servir vraiment notre mission d'entreprise qui est d'ajouter 10 ans de vie en bonne santé aux actifs, qu'est-ce qu'on va rajouter dans le produit? Et c'est ce qui fait que au-dessus de la partie enfant, on a construit quelque chose qui va servir le parent parce que bien prendre soin de l'enfant, ça lui donne le potentiel d'avoir ses 10 ans de vie en bonne santé, en plus. Mais par contre, prendre soin de l'adulte, ça a des impacts encore plus forts sur le fait de repousser l'entrée dans la dépendance. Aujourd'hui, tu évoques les mutuelles et d'autres grands acteurs médicaux, donc j'imagine que ça a aussi beaucoup contribué à l'expertise que vous avez aujourd'hui.
Donc forcément, je me demande, en t'écoutant parler, est-ce que par rapport à ces partenaires, vous avez reçu des conseils décisifs et comment vous avez itéré grâce à ces conseils? Alors, on a reçu des conseils décisifs. C'est surtout quand tu rentres dans un nouveau marché. Alors nous, on connaissait très bien la santé, hein. Tu vois, j'ai travaillé pour les médecins, les hôpitaux pendant très longtemps. Mon associé a travaillé dans la télémédecine pendant très longtemps. Nos associés médecins sont des médecins en exercice. Mais le monde de l'assurance, c'est très différent parce que l'assurance santé, c'est un produit particulier. Tu sais que l'assurance, la base de l'assurance, normalement, c'est plutôt à s'assurer contre des aléas. Or, le système de santé en France fait que les gros aléas sont pris en charge par la Sécu, cancer, grosses maladies type diabète ou maladies coronariennes. Et les complémentaires santé sont plutôt finalement toujours un peu à l'équilibre, donc vont financer ta consommation de soins assez régulière, le médecin, les remboursements de médicaments courants, etc. Évidemment, elles participent au financement des grosses maladies, mais on se rend compte que c'est un marché très particulier. Donc nous, on est venu avec ce qu'on pensait connaître du monde de l'assurance, et on s'est aperçu qu'il y avait un savoir-être, un savoir-faire particulier, certains mots-clés à utiliser, un modèle d'offre qui était compatible avec la manière dont eux pourraient le revendre, parce que finalement ce sont des distributeurs pour nous. Et tout ça, ça a pris pas mal de temps. Je dirais que les mutuelles et les assureurs cherchent toujours à innover, donc on a retenu leur intérêt très rapidement. Par contre, après, il a fallu prouver qu'on avait un réel impact et que 1 € dépensé dans Malo servait vraiment à rejoindre leurs différents objectifs sur des moments de vie clés qui sont l'arrivée d'un enfant, qui sont le passage de certains âges clés chez l'adulte, 35 ans, 40, 45 ans, où tu deviens aidant familial souvent. Donc vraiment, il y a eu une grande période d'apprentissage qui maintenant porte ses fruits, mais qui n'a pas été simple, parce que vendre un produit santé, c'est déjà très compliqué, tu le sais, avec les personnes que tu reçois. Mais alors, distribuer un produit santé par une industrie qui n'est pas celle dans laquelle tu es familier, c'est difficile. Mais écoute, on aime bien apprendre et on aime bien les challenges. Pour nous, ça a été très, très intéressant de découvrir le fonctionnement de cette industrie et de répondre à leurs besoins, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début. Tu as toi-même embrayé vers ma prochaine question. Alors, c'est intéressant parce que tu as évoqué donc le fait de savoir peut-être se positionner sur un nouveau domaine, sur tous les challenges que ça peut amener. Dans ce segment-là, comme dans d'autres, c'était quoi les principaux défis que toi et vos associés auxquels vous avez été confrontés pendant le développement de Malo? Oh là là, écoute, c'est l'entrepreneuriat, donc c'est un parcours semé d'embûches, hein. On a beaucoup de barrières à l'entrée sur notre marché. Le premier, ça a été évidemment de constituer un board médical capable d'imaginer ce qu'il pouvait apporter à des parents dont les enfants allaient bien. Donc tu vois, c'est déjà un sujet pas simple, il faut l'approcher, cette problématique. Comment on crée ces algorithmes de suivi pédiatrique? Donc ça, c'est beaucoup de R&D. On se base sur une approche qui est celle des biomarqueurs numériques. Donc comment on crée un phénotype, une signature d'un parcours de santé pour nous permettre de repérer d'éventuels écarts et orienter la personne vers son médecin. C'est pas un outil de diagnostic, c'est un outil de repérage et d'orientation, Malo. Donc ça, déjà, vraiment, la partie data, la partie algorithme, la partie IA qui est dans Malo a été très difficile à mettre en place parce qu'on crée quelque chose qui tout simplement n'existait pas. Il n'y a pas d'algorithme, de livre blanc, de comment suivre la santé de son enfant sur tous les sujets qu'on peut imaginer qui existent. Donc on l'a créé. Le deuxième point, évidemment, c'est comment on rentre dans un système avec un tiers payeur de santé. Donc ça, on vient d'en parler finalement, mais juste pour revenir dessus, voilà, il a fallu créer cette expertise au sein de l'entreprise pour aller convaincre des patrons et des patronnes du monde de l'assurance. Donc ça a été un autre sujet. Et dernièrement, on est arrivé dans un climat
qui n'était pas forcément très propice au financement de l'innovation, parce que Malo, tu vois, est arrivé en 2020. Il y a une très grande année du financement en 2021, puis 2022, 2023 ont été des années un peu difficiles. On n'a pas été spécialement impacté par cela, parce que nous, on avait le choix, on a fait le choix de lever le capital suffisant pour avancer, mais ni plus ni moins. Donc, on a réussi ce pari-là. Mais ce n'est pas un contexte porteur. Et toi, en tant que chef d'entreprise, tu dois porter cet enthousiasme au quotidien. Et quand l'environnement se durcit, c'est des fois difficile au niveau du mental. Et dernièrement, aujourd'hui, le marché de l'emploi est très compétitif. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a vraiment créé une dream team. On a un CTO incroyable, on a un directeur du produit incroyable qui vient vraiment le head of product qui vient du monde de la santé. Et c'est des recrutements qui ont été longs, des apprentissages pour bosser ensemble qui ont été longs, mais qui maintenant font que on est, je pense, une des boîtes en Europe, et j'ai pas peur de le dire, qui est le mieux outillé pour faire des produits numériques en prévention santé. Le recrutement dans les techs en santé, c'est un vrai sujet. Quel conseil tu peux nous donner pour dénicher la perle rare? Écoute, surtout pour la garder. Je crois que nous, maintenant, on n'a plus peur de faire appel à des recruteurs parce qu'on se rend compte de l'impact que ça peut avoir. Hein. Ce sont des personnes qui ont un vivier de talent et qui peuvent te faire gagner du temps. Ça coûte cher, mais voilà, on dépense. On travaille beaucoup à faire parler de nous, mais aussi à laisser notre équipe parler d'elle. Tu vois, si tu vas sur notre LinkedIn, tu verras que, par exemple, Gauthier, qui est product chez nous, aujourd'hui, participe à des podcasts, parle de retour d'expérience de Malo. On a Mathilde, qui est UX Writer chez nous, qui participe aussi. Donc, on essaie de faire en sorte de partager notre savoir, de faire un produit incroyable, et ça attire des talents incroyables. Je crois que si tu n'as pas de talent dans l'équipe actuelle, c'est très difficile d'en attirer d'autres. Et nous, on a la chance d'avoir une équipe qui a été talentueuse dès le début. Est-ce que ça c'est en lien avec votre culture d'entreprise? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on construit comme esprit d'équipe pour bien recruter et conserver ses talents? Je crois qu'il n'y a pas de recette toute faite à partager. Tu vois, c'est une question c'est pas simple d'y répondre. Je dirais qu'on est tous focus sur le produit. Voilà. On a cette mission d'ajouter 10 ans de vie en bonne santé. On sait que ça passe par ce produit qui est Malo. C'est un produit qu'on complète. On est très attentif au retour de nos utilisateurs. Tu vois, on a une communauté maintenant on a 190 000 utilisateurs actifs là, à l'heure actuelle. Donc, ça crée beaucoup de retours qu'on peut analyser et travailler. Je crois que ça définirait notre état d'esprit à ce stade de la boîte. C'est qu'on a un produit, on voit qu'il y a une traction, c'est-à-dire qu'il y a de l'usage, et on a tous envie de le faire progresser le plus rapidement possible. Génial. L'autre sujet que tu as évoqué, sur lequel je comptais revenir, c'est justement la levée de fonds. Pour creuser un peu, j'allais te demander à quel stade vous avez choisi de lever des fonds à Malo. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour s'orienter vers certains investisseurs et sur la manière d'interagir avec eux? Alors, quand est-ce qu'on a décidé de lever des fonds? Alors nous, on a eu... donc on s'est créé en 2020. On a fait un pré-seed fin 2021. On a fait un seed qui s'est clos là début 2024. On communique pas sur les montants, c'est volontaire parce que à chaque fois qu'on communique sur des montants, je trouve que ça n'attire pas les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Voilà, c'est petit choix qu'on a fait en interne avec l'équipe de direction. Maintenant, quelque chose, tu vois, c'est notre 3e boîte, donc on sait à quel point l'apport des actionnaires au-delà de l'argent peut être primordial pour sauter des étapes inutiles ou éviter des pièges. Donc on a vraiment fait ce choix, dès le pré-seed, de s'entourer uniquement de personnes expertes des sujets sur lesquels on voulait traiter. Les sujets qu'on voulait traiter, c'était comment on peut avoir des partenariats avec le monde de la santé,
comment on peut être très bon en data de santé, comment on peut être très bon dans le développement de produits numériques. Donc, on a vraiment cherché des BA qu'on est allé nous-mêmes démarcher, un par un, sur cette idée qu'ils allaient nous aider. Et donc, ce que je peux recommander, c'est de faire le choix de BA avec lequel on est vraiment aligné. Ça, c'est l'idéal. Mais surtout qu'ils vont avoir un apport concret dans la vie de la boîte. Parce que comme ça, quand j'ai ma table de capitalisation, je peux expliquer chaque nom, quelle a été sa contribution jusqu'à présent dans le projet et quelle peut être sa contribution dans le futur. Tout est assez clair là-dessus. On a un nombre de noms réduit, mais que des personnes de qualité et très engagées. Et du coup, à ta question, quel est le conseil ? C'est vraiment ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui participe au financement. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de lever des fonds. Je pense que ce qui est important, c'est juste que les gens qui mettent leur argent soient alignés avec l'objectif de la boîte et le temps que ça peut prendre. Et nous, on a été très clair sur le fait qu'on est une boîte de santé. Donc, par rapport à des boîtes tech, on a des objectifs qui sont toujours atteints. On n'a pas changé de feuille de route. D'ailleurs, on a regardé ça l'autre jour depuis ce qu'on a vendu début 2021 aux gens qui nous ont rejoints en fin 2021. On est toujours sur la même vision, la même feuille de route, évidemment, adaptée. Mais voilà, il faut trouver les investisseurs qui comprennent que dans le monde de la santé, il y a des barrières à l'entrée. Il faut les construire, les passer. Et ça prend plus de temps, c'est plus compliqué que dans d'autres marchés. À partir du moment où tout le monde est d'accord là-dessus, je pense qu'on peut bosser ensemble. Je comprends. Je comprends. Il y a un autre élément que tu as évoqué tout à l'heure qui est en partie en lien avec la levée de fonds sur lequel je voulais revenir, c'est le fait que, on touche du bois, Malo se porte bien, vous avez eu beaucoup d'utilisateurs, vous en avez toujours beaucoup, tu as évoqué le chiffre de 190 000. Alors du coup, en termes de croissance, suite à la levée de fonds et même au quotidien, je me demandais comment on structure une croissance rapide. Et est-ce que ça a posé des difficultés ou des opportunités particulières ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Écoute, je pense que c'est un peu tôt pour te répondre parce qu'on reste une petite équipe dans la mesure où nous sommes 16 personnes aujourd'hui. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui ont des équipes qui ont grandi à 70, 100, 120, 130 personnes. Là, pourraient mieux te répondre. Nous, on a fait le choix de, par contre, rester une petite équipe parce qu'on veut que le produit bouge vite. On veut pas perdre de temps en politique. On veut que ce soit tout concentré sur faire avancer Malo, satisfaire nos utilisateurs, satisfaire nos clients. Et il n'y a pas d'autre fonction dans l'entreprise que ça. Il y a le produit et la tech qui sont sur le produit. Une petite équipe d'account management pour répondre aux besoins de nos clients et partenaires mutuels assureurs. Et le support technique est encore fait par nous ou quand c'est nécessaire par notre équipe médicale. Donc tu vois, un peu tôt pour te répondre. Pour l'instant, on est encore dans la position d'une boîte où tout est dédié à l'efficacité. Pour 1 euro de capital déployé, on veut que ça se traduise par améliorer la rétention dans le produit, que les gens restent plus de temps, améliorer la satisfaction, qu'ils y trouvent de l'intérêt et l'envie de revenir, et améliorer l'attractivité de ce produit pour nos clients assureurs et mutuels. Donc, un peu tôt encore pour te parler de scale. Donc du coup, on est plus sur une croissance linéaire, si je reformule, et pas nécessairement sur une hypercroissance. Là, tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Tu as évoqué la fidélisation, la rétention des personnes sur Malo. Et donc, je vais pas forcément faire le comparatif acquisition et rétention, mais j'allais plutôt te demander comment tu vois la rétention avec une offre en santé. Est-ce qu'il y a des points particuliers auxquels tu es attentif ? La rétention dans les applications en santé, je pense qu'on se réfère tous à un rapport qui est sorti cette année d'un leveur de fonds /VC qui s'appelle JP Bullhound, qui a publié quelques références, notamment celle de Flow, l'application de suivi du cycle. Donc, ce qui nous intéresse évidemment dans une application comme Malo, c'est l'utilisation de mois par mois, trimestre à trimestre et d'année à l'année, avec la grande question, en fin d'année 1, combien de personnes passent en année 2, et en fin d'année 2, combien de personnes passent en année 3. Sachant que la vie des produits numériques est très agressive, tu sais que la plupart des applications de santé sont supprimées après 8 jours, seulement, sur le téléphone. Donc on a très peu de temps pour capter l'intérêt.
Mais c'est là aussi où il faut être bon sur ta valeur de proposition. Je pense que celle de Malo est claire pour les parents. Et qu'il faut, par contre, être conscient et tout suivre. Et nous, on est vraiment dans cette logique on va pas suivre une personne individuelle, évidemment, c'est pas ça qui nous intéresse, mais on suit des cohortes et on connaît précisément nos cohortes, quand est-ce qu'elles arrêtent d'utiliser, pourquoi. Si les personnes qui arrivent dans le premier trimestre de la vie de l'enfant, on connaît parfaitement la rétention. Les personnes qui arrivent en année 1, année 2, année 3 de la vie de l'enfant, on connaît parfaitement la rétention. Et ça nous donne des indications claires sur où est-ce qu'on va améliorer le produit, tout simplement. Et je trouve que cette étude de la rétention, évidemment, elle est importante pour le revenu. C'est la base. Mais, encore une fois, chez Malo, on est vraiment une boîte qui se concentre sur le produit. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire le meilleur produit possible pour accompagner le parent dans la gestion de la santé de sa famille et la sienne. Et du coup, nous, on le traite, cette question de rétention, comme, voilà, où sont les pain points, où est-ce qu'on peut changer le produit, l'améliorer et passer à une nouvelle étape. Mais c'est un travail infini. Quand tu fais une application où les gens peuvent s'inscrire pendant les 7 premières années de la vie de l'enfant, puis quand ils sont encore plus grands, parce que maintenant on s'intéresse aux pré-ados, ça fait que tu as beaucoup de cohortes à suivre. Comment tu itères le produit par rapport au retour du marché? Est-ce que tu as des insights à nous donner par rapport à ça? Alors nous, pour l'instant, on est très opinionné, donc on est encore, et je pense qu'on le restera longtemps, sur où on veut aller avec le produit. Donc on itère sur des retours du marché, par exemple, voilà, si on sait qu'on a un drop sur une cohorte, sur un mois de suivi particulier, ça nous invite à aller voir qu'est-ce qui se passe ce mois-là dans l'application, comment est formulé le questionnaire Malo. Donc ça, c'est un exemple très concret. Mais pour l'instant, on est encore dans une démarche. Enfin, je dis pour l'instant, mais je pense qu'on va le rester toute la vie de Malo. On est dans une démarche où on sait très bien ce qu'on veut apporter aux parents, et on est encore en train de construire ça. Et comme on sait que le besoin, il est là, c'est-à-dire que tous les parents utilisent Dr Google, tous les parents utilisent ChatGPT de plus en plus pour des fois parler de santé ou de leur propre santé à eux. Notre objectif, c'est de leur apporter de l'information, la bonne information au bon moment pour qu'ils évitent d'avoir à se poser cette question. Et on sait le spectre très large de sujets qu'il nous faut encore traiter. Sur cette base-là, on écoute les itérations, on fait des itérations et on travaille sur les retours des utilisateurs, mais surtout, on est quand même en train de déployer notre plan depuis quelques années. Donc tu vois, c'est du retour utilisateur quand il y a des anomalies, mais on a encore à renforcer notre proposition de valeur et voir quel est le retour à chaque fois qui est apporté par les utilisateurs. Donc, tu évoquais ce que vous souhaitez apporter aux parents. Est-ce que aujourd'hui, tu as une idée de la manière dont vous souhaitez développer Malo et peut-être le futur de votre offre? Écoute, ce qui est très clair, c'est que nous, tu l'as compris, on s'intéresse à ajouter ces 10 ans de vie en bonne santé. Donc, tout ce qui va concerner le parcours du parent de 25 à 45 ans nous intéresse, à partir du moment où il y a un angle, évidemment, avec notre persona, qui est une personne en situation de parentalité. Il faut savoir que les personnes en situation de parentalité, c'est 80% des actifs pour leurs propres enfants biologiques, pour des enfants adoptés, pour des familles recomposées, avec des rôles différents, parents biologiques, coparents. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est accueillir toute cette diversité de familles et de modes de vie, de faire en sorte que l'arrivée du premier enfant se passe le mieux possible, quel qu'il soit, que ce soit un enfant suite à une naissance ou un enfant qui rentre dans ta vie par un autre biais, et que ce moment heureux te permette d'avoir les ressources, l'énergie, de continuer ton projet de vie. Donc, une fois qu'on a dit ça, tu vois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le suivi, l'arrivée de l'enfant. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur quand les enfants grandissent, comment on peut accompagner les parents dans les différents moments de vie. Et là, tu vois, très concrètement, on travaille actuellement à la question des pré-ados. Comment on peut mieux accompagner les parents qui ont des pré-ados à la maison? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour que ça se passe de manière la plus fluide possible? Qu'est-ce que le parent peut faire pour la santé de son enfant? Qu'est-ce que le parent peut faire pour sa propre santé en tant que parent quand il a un enfant qui a passé un nouveau moment de vie, un cap, une entrée au collège?
le collège de manière générale. Donc, on est vraiment là-dessus, tu vois, en termes de produits, continuer notre promesse de tout ce qui va permettre de préserver le parent et l'enfant dans cette période clé de la vie. Mais en t'écoutant parler, je me pose une question. C'est intéressant d'avoir cette dualité où le parent suit la santé de l'enfant, mais peut aussi se suivre lui-même. Je me demandais si ce versant parent qui prend soin de lui, c'était dans l'offre de base, ou est-ce que vous avez rajouté ça au fil des années? Alors non, on l'avait pas dans l'offre de base, mais on l'avait dans le plan de base. Mm. C'est-à-dire que toi, le plan a toujours été, on commence par l'enfant, parce que là, il y a un besoin en pédiatrie criant d'aller aider les pédiatres à continuer à diffuser l'information santé à la maison entre deux consultations. On a commencé là-dessus. Ensuite, bien, nous, on savait qu'il y avait un sujet majeur en santé mentale parce qu'on avait accès aux chiffres avec les dépressions du postpartum, une maman sur 5, 30%, donc ça dépend, tu vois, les 25-30%, les chiffres varient suivant les régions et les années. Donc on savait qu'on voulait aussi s'impliquer là-dessus parce qu'on pense que la technologie peut prendre la main de l'utilisateur et l'amener vers le médecin, parce que on n'est pas sur des logiciels de soins, je rappelle. Et donc, pour toi, cette vision, on commence sur l'enfant, puis on s'intéresse à comment on peut aider le parent sur des problèmes de santé aigus. Donc, on a commencé par la santé mentale. Maintenant, il y a d'autres sujets. On connaît l'impact du sommeil, notamment sur cette qualité de vie. On connaît l'impact de la nutrition, également pour le parent, de l'équilibre vie pro-vie perso, de la vie intime. Tout ça, c'est des sujets qui sont difficiles des fois à aborder avec son médecin. On a besoin de dégrossir le sujet et là, la technologie peut aider. La relation avec les préadolescents, c'est la même chose. Donc, tu vois, tous ces sujets où, globalement, on sait que le parent va y être confronté, ça va avoir un impact sur sa santé et ses capacités, nous intéressent. Et c'est une évolution qui est prévue depuis le début. Pour l'instant, on a une vision encore assez claire de là où on va, et c'est toujours dans cet accompagnement et prévention de tout ce qui est lié à la santé de la famille. Du coup, puisque vous avez une vision que vous déployez depuis plusieurs années, aujourd'hui, pour toi, quels sont les principaux défis de Malo pour ces prochaines années? De nombreux défis. La question que je me pose, moi, c'est toujours comment aller dans plus de foyers, donc comment être relayé. Aujourd'hui, on fonctionne bien, tu vois, avec une certaine croissance organique, avec une certaine croissance captée, une certaine croissance apportée par nos partenaires. Mais maintenant, la question pour moi, c'est comment je peux aller toucher tous les parents. Donc, toucher tous les parents, est-ce que ça veut dire que peut-être il faut que je parle une autre langue? Tu vois, c'est une possibilité. Comment je peux les contacter alors que peut-être ils sont un peu moins connectés que d'autres, un peu moins sur les réseaux, un peu moins même touchés par les communications des assureurs, parce qu'en dehors du système de l'assurance, tu vois, il y a des différentes catégories. Donc pour moi, ça veut dire travailler avec les PMI, travailler avec les plateformes de coordination et d'orientation sur le territoire qui font la prise en charge des troubles du neurodéveloppement. Ça veut dire travailler avec l'assurance maladie, l'assurance obligatoire, le régime obligatoire, et toucher le plus de parents parce que on se rend compte que Malo permet aussi de donner accès à de l'information médicale que le médecin va délivrer. Donc on ne remplace pas le médecin, mais comme le parent était un peu intéressé, a été un peu informé par la machine, c'est beaucoup plus simple pour le médecin après de parler de certains sujets que le médecin a pu constater, parce que le parent était sensibilisé. Et nous, en tant que machine, on est jugé de manière très différente par le parent, parce qu'on présente de l'information, et le parent décide de la prendre ou de ne pas la prendre. C'est vraiment avec son libre arbitre, on est une machine, on est automatisé. Mais par contre, on plante un décor, on fait en sorte que la personne ait accès à suffisamment d'informations qu'elle n'irait pas forcément chercher par elle-même, pour que après, lors de la consultation médicale, le médecin ait une personne qui soit engagée sur la santé et la santé de son enfant et qui ne découvre pas tous les concepts en consultation.
Donc, c'est D'accord. vraiment une question de prévention primaire personnalisée. C'est un mot-clé qu'on utilise pour parler de ce que l'on fait. Nous, on n'a pas peur de parler de prévention primaire. C'est pas un sujet. Alors, c'est un sujet un peu clivant dans le monde du financement parce que peu de monde veut financer la prévention primaire. Pourquoi? Parce que c'est de la communication de masse et on a du mal à mesurer l'impact. Par contre, quand on parle de prévention primaire personnalisée, ce que fait Malo, mais d'autres outils le font, hein, les applications de suivi du cycle pour les dames sont aussi de la prévention primaire personnalisée, et bien là, on est dans un tout autre narratif parce que l'information, elle est personnalisée, voilà, et comme elle est personnalisée, on peut mesurer l'impact. On n'arrose pas une campagne anti-tabac. Cette campagne anti-tabac, c'est peut-être un exemple qui est parlant parce que tout le monde est touché, y compris les non-fumeurs, mais c'est utile pour les deux. Parce que tu sais que l'impact que peut avoir le tabac, même si tu n'es pas fumeur. Par contre, c'est difficile de mesurer le retour sur investissement. Il faut garder ces campagnes. Il n'y a aucune question là-dessus. Il faut absolument pas les remplacer par autre chose. Et par contre, il faut les compléter avec une action de prévention primaire personnalisée, et c'est ce que nous on propose. Bien noté. Donc, c'est assez intéressant, du coup, ta manière d'analyser la prévention. Est-ce que tu penses que si on revient, par exemple, à la thématique de l'investissement en santé, est-ce que tu penses que la prévention doit nécessairement être personnalisée pour peut-être être plus parlante auprès de potentiels investisseurs ou mentors? Ouais, c'est une bonne question. Sur les mentors, il n'y a pas de question, hein. Tous les gens qui sont vraiment spécialisés en santé savent qu'il y a ce concept de prévention primaire personnalisée et qu'il faut y aller. Donc le mentoring n'est pas une question. Sur la question du financement, il faut encore que ça fasse ses preuves, c'est-à-dire de montrer que les payeurs, les tiers payeurs, donc le système de santé obligatoire, complémentaire, soient en mesure de faire cette dépense et de mesurer son retour sur investissement. Une fois qu'on aura démontré ça, on aura fait un grand progrès. Mais ça ne doit pas remplacer, je tiens à insister là-dessus, les grands marronniers sur le tabac, sur le dépistage des cancers. En fait, de toute façon, ce qui est connu maintenant en neurosciences, je pense que tu as déjà entendu aussi, il faut avoir l'information par plusieurs biais et plusieurs fois. 6, 7 fois, il y a différents chiffres qui reviennent. Donc nous, on est un de ces vecteurs et on sait qu'on est particulièrement efficace quand on le délivre, mais il faut que le parent ait entendu parler de la même information par son médecin, par la PMI et par les autres acteurs du réseau de soins. On est un maillon, un nouveau maillon. La technologie est un nouveau maillon de ce parcours de prévention. Dans ce que tu dis, j'entends un autre sujet intéressant, c'est peut-être la synergie entre les services publics, la santé, dans le sens la PMI, les centres hospitaliers et l'état d'esprit peut-être un peu plus start-up. Est-ce que tu as peut-être un vécu à nous partager? Quelle est ton expérience sur le sujet? Eh bien, écoute, c'est un vécu actuel parce que je travaille sur ce sujet en ce moment. Et là, j'enchaîne les présentations dans les PMI avec les assurances maladie des différents départements. Ce que je peux dire, c'est que, en fait, elles ont besoin d'avoir une caution avant qu'on leur parle parce qu'elles sont extrêmement sollicitées. Nous, la caution, c'est le référencement dans mon espace santé. Depuis qu'on est référencé dans mon espace santé, tu vois, nous avons, je vais pas dire des facilités, parce que c'est pas des secteurs qui sont faciles à approcher, mais on a des marques d'intérêt, des interlocuteurs dans les différentes administrations, parce qu'on a déjà été audité de manière indépendante et poussée, parce que le référencement dans mon espace santé est réputé pour être difficile, et je peux confirmer que ça l'est. Et depuis qu'on a ce référencement, voilà, on a une simplification. Maintenant, nous, on n'est pas là pour leur vendre quelque chose. Je ne vais pas vendre quelque chose à la PMI. On est juste là pour dire, écoutez, cet outil existe, et pour certaines topologies de famille, on pense que c'est intéressant que vous en parliez, et c'est là où on a un accueil positif. Encore une fois, les PMI sont confrontées à des problématiques de démographie médicale. Elles ont du mal à recruter des médecins, elles ont du mal à recruter des médecins spécialistes en pédiatrie. Donc, ce qui peut les aider les intéresse, mais elles n'ont absolument pas le temps de gérer un sujet en plus. Donc, il faut vraiment venir avec une offre de valeur qui leur demande zéro effort. Dans la mesure, c'est pas qu'ils ne veuillent pas le faire, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Voilà. On travaille avec plusieurs PMI de départements où il y a 10, 50, 100 postes vacants. Donc, les personnes en place font déjà une mission incroyable
de prévention et de santé publique. Donc, travailler avec eux, il faut vraiment trouver les moments où on peut leur apporter quelque chose et pas les alourdir. Merci pour tes réponses, Florian. On va arriver à la dernière partie de cet entretien. Donc, je vais te poser les 3 questions que je pose à tous les fondateurs. Première question, où est-ce que tu imagines Malo dans 5 ans? Alors, Malo, dans 5 ans, je l'imagine sur encore plus de téléphones de parents. Aujourd'hui, on approche quasiment un parent sur 4 qui l'installe après la naissance de son enfant. Mon objectif, évidemment, est d'aller beaucoup plus loin et d'aller dans différents pays. On te le souhaite. Si tu pouvais changer, faire évoluer un élément de la health tech en France, lequel serait-ce? Alors, je crois que le plus gros sujet et la plus grosse difficulté de la health tech en France, c'est l'amour de la France et de l'Europe pour la réglementation. Réglementation qui nous protège en une certaine mesure, mais tu vois, par exemple, sur les dispositifs médicaux, le classe 1 dans la directive était vraiment un modèle très intéressant qui poussait tout le monde à aller vers un classe 1 et du coup avoir des exigences réglementaires honnêtes par rapport au risque de l'utilisation d'un dispositif numérique assez light finalement. Donc, c'est vraiment ce sujet-là que j'aimerais changer, c'est le contexte réglementaire pour le ramener à quelque chose d'un peu plus concret, notamment sur les innovations en amont du parcours de soins. Pour les innovations, évidemment, les dispositifs IV, etc., il faut rester très exigeant. Mais sur ce qui relève du numérique et de l'information patient, je trouve très intéressant la démarche de Mon Espace Santé et de la doctrine du numérique en santé. Mais malheureusement, au-delà, il y a toujours la réglementation DM, maintenant l'IA Act qui va s'imposer à nous, et ce sont des choses que nos camarades concurrents dans d'autres pays, dans la zone Asie-Pacifique ou en Amérique du Nord, n'ont pas à gérer. Donc voilà, je dirais que dans le paysage health tech, c'est avant tout l'aspect réglementation pour les dispositifs innovants numériques en amont du parcours de soins qu'il faudrait un peu repenser. Bien reçu. Dernière question, du coup, aujourd'hui, tu es un multi-entrepreneur, puisque Kalindi n'était pas ta première expérience. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui démarre dans le domaine de la santé? Eh ben, ne pas oublier que la santé, c'est avant tout le financement de la santé. Donc, il faut trouver les fonds pour pouvoir tenir, parce qu'en santé, tout prend plus de temps. Quand je raconte mon parcours à des copains qui sont, tu vois, dans le commerce, qui sont dans d'autres industries, même celle de la défense, ils sont toujours étonnés du temps que cela prend. Mais c'est le temps de construire des nouvelles connaissances qui sont assez rares, qui sont difficiles à obtenir. C'est le temps de faire des dispositifs qui rassurent et qui ne créent pas plus d'externalités négatives que de positives. C'est un temps nécessaire à celui de la santé. Et du coup, ce qui est très important, je pense, maintenant dans la santé, c'est de commencer avec le financement. Et pas chercher le financement une fois qu'on a commencé à créer le produit. Pourquoi ? Parce que justement, on a besoin de ce financement pour faire les études cliniques, on a besoin de ce financement pour faire l'aspect réglementaire spécifique au monde de la santé, et donc se financer avant de développer, dans la mesure du possible. C'est pas toujours facile. Bien reçu. Merci beaucoup pour ton temps et pour tes réponses. Florian, merci à toi. Vous pouvez découvrir Malo en ligne sur le site bonjourmalo.fr. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker et à le partager autour de vous. Prenez soin de vous.